Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la Voix libre sur France 3. Vous voyez ce petit logo en bas à gauche de votre écran, municipal 2014, ça y est. Nous sommes au cœur de la campagne et dans le vif du sujet. Premier tour 23 mars, le second une semaine plus tard. Mais peut-être cette élection vous passe-t-elle un peu au-dessus de la tête, compliquée avec son scrutin mi-majoritaire, mi-proportionnel, auquel on rajoute le nouveau système du fléchage communautaire. Alors on s'est dit qu'on pouvait s'arrêter pendant une émission sur ce mode de scrutin et sur les enjeux de ces élections municipales. On en parlera tout à l'heure avec Daniel Navreau, directeur de la lettre politique prospective Rhône-Alpes-Méditerranée et très fin connaisseur de toutes les arcanes politiques de la région. Mais auparavant, on va accueillir sur ce plateau deux maires de la région pour parler de ce mandat si particulier, épuisant, contraignant mais aussi très valorisant. Le maire, que la commune soit petite ou grande, c'est toujours le premier interlocuteur des citoyens. Merci d'être là et bonjour Madame André Rabillou. Bonjour. Maire de Saint-Agnin-sur-Bion, ça se trouve dans le Nord-Isère. Oui. Et Monsieur Roland Devy, bonjour. Bonjour. Maire de Riorges, dans la Loire. Alors Madame Rabillou, Saint-Agnin-sur-Bion, c'est à quelques kilomètres de Bourgoin-Jallieu, une commune de 900 habitants qui est très étendue géographiquement, agricole principalement. J'ai noté dans le canton de Saint-Jean-de-Bournay, dans l'arrondissement de Vienne. Les habitants de Saint-Agnin sont les Saint-Agneaux. Et vous êtes donc, Madame le maire, une Saint-Agnelle ? Tout à fait. Roland Devy, Riorges, on pourrait dire que c'est la banlieue de Roanne. Oui. Les deux villes sont limitrophes, au nord du département de la Loire, bien sûr. La première entoure la seconde à l'ouest. Riorges compte 10 700 habitants à peu près. Alors on vient de passer le cap des 11 000 au dernier recensement. Là. Et on les appelle les Riorgeois. Madame Rabillou, je précise que vous êtes UDI et vous, Monsieur Devy, que vous êtes socialiste, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose dans vos communes respectives. Alors je suis allé vous voir tous les deux cette semaine à Saint-Agnin et à Riorges. Et si vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous avez une vraie fierté quand vous présentez votre commune. C'est tout à fait. Nous sommes toujours très fiers de nos communes. C'est normal, c'est un peu notre enfant, puisqu'on fait prospérer cette commune autant qu'on le peut, avec notre ambition personnelle et l'ambition bien sûr de toute une équipe, parce que rien ne se fait sans une équipe. Monsieur Devy, Riorges est un peu votre enfant à vous aussi ? Alors, vraiment, c'est mon enfant, et en plus, comme je suis né sur la commune, et né dans une ferme de Riorges. On ne peut plus naître aujourd'hui donc à on Riorges. Peut pas être, non, on ne peut plus. Mais donc c'est cette passion aussi pour ma commune qui m'a amené à être élu et puis à devenir maire en 2001. Vous avez un autre point commun tous les deux, c'est que la belle écharpe tricolore que vous avez tous les deux autour du cou, vous allez la raccrocher dans quelques semaines à l'issue des élections municipales, puisque ni l'un ni l'autre vous ne vous représentez. Pourquoi, Monsieur Devy, vous laissez la place ? Alors moi j'ai 3 bonnes raisons. La première, c'est que dans une commune, on doit toujours assurer sa succession. Et aujourd'hui, avec mon deuxième adjoint qui est l'adjoint aux finances et qui pendant 13 ans a préparé les budgets avec moi, qui connaît bien la commune, la vie associative. Donc là, c'est en toute sérénité que je ne peux pas passer la main. Une deuxième raison, elle est familiale, puisque depuis l'âge de 17 ans, je suis dans la vie associative et dans la vie publique, puisque je suis élu depuis 1983, conseiller municipal, adjoint en 87, premier adjoint en 95 et maire en 2001. Donc ça, c'était quelque chose aussi d'important, puisque mon épouse, mes 3 enfants, mes 7 petits-enfants ont souffert de mes absences. Et c'est donc pour là, cela vous allez aussi être un peu plus présent. Et puis une troisième, quelques petites alertes au niveau santé sur ces 2 dernières années qui m'ont fait comprendre qu'il fallait peut-être aussi penser un petit peu à soi. C'est pour ça que je ne me représente pas en tête de liste, mais je serai sur la liste de mon ami Jean-Luc Chervin pour les prochaines élections. Vous, Madame Rabillou, vous raccrochez définitivement, c'est-à-dire vous ne serez même plus au conseil municipal. Non, alors moi je raccroche définitivement. Alors contrairement à Monsieur Deville, moi je ne suis pas native de la commune. Je suis arrivée en 1976 et élue en 1977 sur une liste d'opposition. 77, hein, oui, vous terminez votre 6e mandat. Voilà, je termine mon 6e mandat et je laisse la place à mon premier adjoint qui lui termine son 4e mandat. Ceci dit, j'ai mon 2e adjoint qui, lui, a terminé son 5e mandat. Donc, je suis très fière de tout cela parce que souvent, on dit « Oh, une femme tête de liste, une femme maire. » Eh bien, une femme maire avec une équipe, une bonne équipe et une bonne ambiance, eh bien, elle tient pendant
37 ans. Ça se rapproche, hein. On est maintenant à 2 mois de l'échéance, à Oui. un peu plus. Vous commencez à vous dire que c'est un vrai changement de vie auquel vous allez vous Oui. confronter. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que ça va être très très difficile parce que je ne serai plus rien. Mais je vais Comment ça, devenir... vous ne serez plus rien? Ah ben oui, quand on n'est plus maire, on n'a plus les autres fonctions qui vont avec. Je ne serai plus vice-présidente de la communauté de communes, je ne serai plus présidente des maires ruraux de l'Isère, plus vice-présidente nationale des maires ruraux. Je ne serai même plus vice-présidente du centre de Vous gestion. serez quand même encore au conseil régional, parce que Je ce serai sera encore votre au dernier conseil mandat, de- il en reste encore un. quand Voilà. même. Mais quand mes administrés m'ont demandé au moment des vœux qu'est-ce que tu feras plus tard, j'ai dit je vais peut-être déjà voir ce que je ne ferai plus. Parce qu'avec tout ça, forcément, je ne téléphonerai plus en voiture, qu'on me C'est pas pardonne. Je ne mangerai plus en voiture, je n'écrirai plus en voiture. Et puis après, je ferai des choses normales pour une femme normale. C'est-à-dire que je m'occuperai de ma famille, de mes petits-enfants, puisque j'en ai 4. Est-ce que le fait de ne plus s'occuper de vie publique, ça angoisse un peu? Beaucoup. Ouais, ça vous angoisse un peu? Moi, ça m'angoisse beaucoup. Encore ce matin, je me disais, mon Dieu, est-ce que mon adjoint a pensé qu'il fallait déjà qu'il ait bien pensé aux élections, à tout ce qu'il fallait qu'il fasse, avec ces changements, évidemment. Et puis quelque part, chaque fois que je fais quelque chose, j'écris tout ce que je fais, parce que je me dis, mon Dieu, le successeur, il faut vraiment qu'il sache où j'en étais, comment j'ai fait pour réaliser telle chose, tel dossier. Voilà, c'est un peu l'angoisse du dernier moment, sachant quand même que je ne serai pas loin de la mairie. Mais bon, quand même. Roland Devy, ça vient d'où cet engagement? Alors vous, de la vie associative, vous travailliez chez GIAT Oui. à Roanne, dans votre vie professionnelle, vous étiez contrôleur de gestion, Tout à vous fait. n'aviez rien à voir avec la politique. Non, mais simplement, j'ai toujours été très attaché à la vie publique et au contact humain. Et quand on commence à l'âge de 17 ans dans une association, j'ai pris pendant 14 ans le comité des fêtes de Riorges en 77, et c'est vraiment quelque chose qui était fort, c'est le citoyen. D'ailleurs, le maire, pour moi, c'est d'abord un citoyen. Et puis, dans le processus, parce que c'est le processus que j'ai engagé, pour ce qui me concerne en arrêtant et en restant sur la liste, c'est pas la première fois, puisqu'en 77, Bernard Jaillol, qui était élu maire, a laissé sa place, donc 3 mandats après. Son successeur, Daniel Barret, a pris la relève. S'est retrouvé dans l'équipe. Voilà, on ne reste pas vitam aeternam maire à Riorges. Les deux se On sont tourne. retrouvés dans l'équipe suivante. Et là, ça va être le cas, puisque je vais me retrouver dans l'équipe, si les Riorgeois nous font confiance, dans l'équipe avec Jean-Luc Chervin et avec Bernard Jaillol. C'est-à-dire qu'on aura 2 anciens maires. Et ça, je pense que pour la stabilité d'une équipe, c'est important. Puisque d'un côté, le maire sera le maire. Et là, il n'y a aucune inquiétude par rapport à cela. Et par contre, l'expérience que l'on peut apporter au moment où on nous le demandera, permettra à l'équipe d'être un peu solide, on va dire. Alors vous, Monsieur Devy, vous aviez, vous venez de le dire, une certaine expérience de la vie municipale avant de devenir Premier magistrat. Vous aussi d'ailleurs, mais est-ce qu'on est vraiment préparé à être maire? Parce que d'abord, c'est beaucoup de responsabilités. Il y a aussi un poids administratif qui est quand même certain, des connaissances à avoir qu'on n'a pas forcément. Est-ce qu'on est formé à être maire? Est-ce qu'on va dans des sessions de formation une fois qu'on a été élu? Ah oui, on a toujours la possibilité de se former. Mais avant d'être formé, c'est ce premier pas qui est à faire, parce qu'on vient d'être élu, et puis on est devant les dossiers, il faut les faire avancer. Donc c'est vrai que même si on a été, je pense que vous êtes comme moi, même si nous avons été élus avant, le pas est énorme, parce que même si on s'investit beaucoup en tant qu'adjoint, j'ai fait 2 mandats d'adjointe, et c'est vrai que je me suis beaucoup investie, et je me disais, quand on a été adjoint, ça va être beaucoup plus facile. C'est pas du tout la même chose. C'est un mandat, est-ce que ça vous semble être un métier aussi? C'est un gros engagement. Un métier, moi je dirais pas un métier, parce qu'un métier, quand on fait un métier, on a la compétence du métier. Tandis que là, ce serait plusieurs métiers mis les uns à côté des autres, parce qu'il nous faut beaucoup de compétences pour arriver à gérer tout. Et vous avez l'impression de les avoir ou de les avoir acquis au fil du temps? Alors les avoir acquises au fil du temps, et puis on n'est jamais à l'abri de la défaillance, ou de ce qu'on ne connaît pas, ou qu'on n'est pas censé connaître, parce qu'on ne connaît pas tout, malheureusement. Et puis dans nos communes rurales, nous n'avons pas de responsable juridique. Le maire, il est tout. Il est assistante sociale, il est avocat, il est juriste, il est tout. Donc voilà, il faut faire très attention. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir et de la formation,
qui est primordial, et puis des personnes qui nous entourent. Et c'est peut-être aussi là, j'en profite pour passer le message. Pardon, c'est là où il faut malgré tout que l'État nous soutienne, parce que quand on voit qu'il nous supprime des services publics, et notamment je passe à l'ATESAT pour les communes. C'est quoi ? C'est l'aide technique aux communes, aux petites communes, pour tout ce qui est urbanisme, construction, etc. Eh bien, c'est terrible. C'est le droit au sol, quoi. Grande différence entre vous deux. Vous êtes dans une commune de 10 000 habitants, vous dans une commune de 900. Vous avez une secrétaire de mairie et puis c'est tout. Vous avez quand même une administration. Oui, et nous avons 125 agents. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la fonction publique et les agents qui font un travail énorme. Et souvent, on l'oublie un peu, puisque les élus prennent des décisions, mais c'est sur le terrain que les choses se passent. Et j'apprécie la réactivité parce que finalement, lorsqu'on a donc des chantiers, si les services techniques, les services administratifs ne répondent pas à la demande, et on peut avoir des déboires. Donc il y a une chose que je voudrais dire aussi par rapport à l'élu et aux citoyens. Et je le dis assez souvent, j'aimerais bien que chaque citoyen puisse un jour être élu, et simplement peut-être même sur une année, pour qu'il se rende compte finalement il n'y a qu'à Faucon, c'est pas si simple que ça. Et on voit que les décisions ne sont pas toujours simples. On entend souvent dire que les citoyens deviennent finalement des consommateurs des services publics. C'est vrai. C'est l'impression que vous avez parfois. C'est un peu l'impression que l'on a. Et il faut mesurer, parce qu'on veut pas d'impôts et on veut le maximum de services. Donc moi, pour ma part, j'ai jamais combattu l'impôt pour une bonne raison, c'est que ça ne peut pas tourner. Donc c'est une histoire de solidarité, l'impôt aussi. Après, avec l'impôt, il faut savoir ce que l'on fait. Et en fonction de ce que l'on fait, eh bien, ou vous êtes réélu, ou vous retournez chez vous. Est-ce que c'est une responsabilité politique qui est vraiment à part, le poste de maire ? Pour vous avoir accompagné tous les deux dans les rues de vos communes respectives cette semaine, on peut difficilement faire un pas sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous voir, vous salue. Alors évidemment, vous connaissez personne, même dans une ville un peu plus importante. Et chaque citoyen a un truc à vous demander, quoi. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais quelque part, c'est vrai que c'est notre fonction, puis on est là pour ça. Enfin, nous, dans les communes rurales, on est obligé d'écouter nos concitoyens. Et puis en plus, même au-delà de... Bien sûr, ça nous agace quand on nous pose des questions qui sont embarrassantes ou auxquelles on ne peut pas répondre. Mais quelquefois, ça fait tellement plaisir d'avoir un sourire et puis un bonjour Madame le maire ou un enfant qui passe et qui vous salue gentiment que, ma foi, ça fait partie de la fonction de l'élu, d'avoir ces désagréments, quoi. Beaucoup d'élus ne vont pas se représenter, notamment d'ailleurs dans votre département, Monsieur Deville. On dit 40% à peu près des élus, des maires en tout cas, ne se représenteront pas. Je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est plus difficile, qui a été douloureux en tout cas pour vous, qui est la responsabilité pénale qu'ont les maires. Alors il y a eu un drame qui s'est produit en 2001, quelques semaines, quelques mois après votre élection à Riorges. C'est un enfant de 7 ans qui a été tué par la chute d'un panneau communal. Ça a été alors vous avez été relaxé au terme d'une très très longue procédure qui a duré 8 ans. Votre responsabilité a été désengagée dans cette affaire. N'empêche que comment vous l'avez vécu, vous, jeune maire, de vous retrouver mise en examen dans un tribunal à cause d'un accident dont vous n'étiez pas responsable. Oui, l'accident de Pierrick, c'était le 11 septembre 2001. J'ai été élu donc depuis le mois de mars. J'ai vécu ça, c'est la mort d'un enfant, c'est horrible. Et ce qui peut arriver de pire à un élu. On ne peut pas arriver à avoir quelque chose de pire. Une chose qui m'a un petit peu sauvé, on va dire, dans ce drame, c'est qu'avant d'être élu maire, et ça c'est quelque chose que je me suis dit, demain tu es maire, et il peut t'arriver n'importe quoi, et il faudra réagir en fonction de cela. Et c'est ce que j'ai fait du mieux possible. En plus, je connaissais bien la famille, la maman, et ça a été vraiment l'horreur. Ensuite, c'est vrai qu'on s'aperçoit que lorsqu'il y a des drames de ce genre, que c'est pas simple, parce que il faut trouver où est la faute finalement. Et ça a duré, 7 ans, bon poids, d'aller en tribunal ou en appel. Et je dois dire que je l'ai vécu un peu douloureusement. Simplement, j'ai compté aussi les élus, l'équipe, mon équipe m'a beaucoup soutenu, la famille. Et c'est vrai que, c'est dur. Madame Rabillou, de manière générale, quand on traverse des élections comme ça, quand on traverse des mandats de maire,
On vit aussi les drames hein, de ses concitoyens et on les vit peut-être personnellement aussi. Tout à fait, oui, bien sûr. Mais vous savez, une commune rurale, c'est une grande famille. Le maire, c'est le père de famille, hein, je dirais. Le maire, c'est le père. Et oui, le père, c'est le maire, mais bon, ou la mère et le père, si vous voulez. Non, c'est vrai que on ressent tout ce que ressentent nos concitoyens, et même si quelquefois, entre nous, on a des mots qui ne sont pas très agréables, quand il arrive un drame dans une famille, toute la population en est consciente et supporte aussi la famille qui est dans la peine. On dit que la politique est souvent très éloignée des citoyens, mais vous êtes la preuve tous les deux que finalement, elle est très proche dans les communes, dans les municipalités. Oui. Et c'est pour cela que dans toutes les opérations que l'on aura, on parle de métropole, gardons bien cette proximité avec l'élu de base, parce que c'est ce qui fait les liens sociaux, c'est ce qui permet finalement de se ressourcer aussi pour les habitants. Ils ont un repère qui est le maire. Oui. Et puis lorsqu'ils ont des gros soucis, que ce soit au niveau économique, que ce soit de leur emploi, eh bien c'est vrai qu'ils se retournent facilement vers le maire. Je vais demander maintenant à Daniel Navreau de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Daniel, venez, vous êtes le directeur de Prospective Rhône-Alpes Méditerranée, cette lettre hebdomadaire qui passe au scalpel la vie politique régionale. Nos deux maires que vous avez entendus pendant le début de cette émission, est-ce qu'il vous semble assez représentatif de ce que sont les élus locaux ? Oui, tout à fait. De l'immense majorité des élus locaux, dont on a une vision parfois tronquée via des élus qui ont une présence politico-médiatique beaucoup plus forte. Donc c'est vrai que le citoyen a une vision des élus souvent erronée, sauf effectivement dans la pratique quotidienne avec leur maire. Alors, on va essayer maintenant de parler de cette élection qui arrive à grands pas le 23 mars pour le premier tour. L'élection municipale est une élection relativement compliquée avec un mélange de scrutin mixte à la fois majoritaire et proportionnel. Pour nous expliquer en deux mots comment on vote et comment on désigne les maires avant qu'ils arrivent à ceindre leur belle écharpe. Il y a deux modes de scrutin différents. Maintenant, la différence entre les communes de plus ou moins 1000 habitants. Avant le seuil était 3500. 3500. Donc pour les communes de moins de 1000 habitants, on a un scrutin majoritaire plurinominal avec aucune obligation de parité et avec ce fameux panachage. C'est-à-dire que ce sont des listes ou tout simplement des bulletins sur lesquels le citoyen peut rayer un nom, en ajouter un autre. Donc ça, c'est pour les communes de moins de 1000 habitants. Alors ça vous concerne, Mme Rébillou. Alors, Grande oui. nouveauté, c'est qu'on est obligé de se présenter. Vous avez été élu, vous, sans vous présenter. Exactement. Donc, moi, le matin du vote, je pouvais arriver avec mon bulletin et avec mes bulletins et les mettre à disposition du public. Maintenant, ça, c'est terminé, puisqu'il faut faire une déclaration. Il faut que le candidat se déclare. Et moi, ça, je trouve que c'est très, très bien, parce que, en fait, vous parliez de panachage, c'est exact, mais le panachage ne va pouvoir se faire qu'entre candidats qui se sont déclarés. Tout à fait. Donc, on n'aura plus à dépouiller pendant des heures et des heures des noms de personnes qui n'existent plus sur la commune, voire qui sont décédées, et d'autres personnes qui n'avaient pas du tout l'intention de se présenter et qui arrivaient peut-être parfois avec des positions éligibles, élues. Les communes de plus de 1000, scrutin par liste, et donc là, c'est ce fameux scrutin mixte. C'est le scrutin mixte, c'est le scrutin proportionnel de liste à deux tours, avec obligation de parité. Donc là, dès lors, pour les communes de plus de 1000 habitants, on aura l'obligation de parité. Et puis c'est un système donc de proportionnel à la plus forte moyenne, avec une prime majoritaire de 50% pour la liste. Commençons parce que c'est important pour comprendre l'élection, pour se qualifier déjà au deuxième tour. Comment ça se passe ? 10% des exprimés, C'est nouveau. ou 5% des exprimés permettant de fusionner avec une autre liste. Voilà les deux seuils fatidiques. La liste qui arrive en tête au deuxième tour, au premier, évidemment, c'est la majorité absolue, mais la liste qui arrive en tête au premier tour, À 50% des elle gagne la sièges, moitié des sièges. 50% des sièges, et les 50% restants sont distribués à la proportionnelle, à la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. L'objectif de tout ça, c'est des majorités stables, on imagine. Hein. C'est effectivement d'avoir des majorités stables, tout à fait. Est-ce que le scrutin paritaire, M. Devy, c'est un problème ? Moi, je trouve que ça a été une très grande amélioration au niveau du fonctionnement. Puisque c'est vrai qu'on avait des conseils municipaux où les femmes pouvaient se compter. Et aujourd'hui, c'est la parité. Donc déjà, sur ma commune, 10 000 habitants, ça fait déjà quelques années. Et on peut voir aussi ce que les femmes apportent au niveau de la stabilité dans un conseil.
trouve que c'est, déjà au départ, c'est plus courtois, et l'expression fait avancer l'ensemble des élus. Donc ça, pour moi, ça a été une bonne chose. Je conçois que dans les toutes petites communes, ça ne doit pas être si simple que ça, parce que on a les mères de famille qui ont déjà, on a beau dire que les choses ont évolué entre les pères et les mères par rapport aux jeunes, mais il y a encore quand même beaucoup plus de travail pour une femme. Et puis, c'est pas toujours que les hommes apprécient le départ de l'épouse pour aller à 20h30 à des réunions. Et j'ai vu une adjointe qui a fait un mandat en adjointe et qui a décroché. C'était pas parce qu'elle aimait pas ça, simplement c'est que le mari n'a pas pu suivre. Ah ouais. Et donc elle a sauvé son couple, on va dire, en arrêtant d'être élue. Donc c'est compliqué. Madame Rabillou, vous êtes vice-présidente nationale de l'Association des maires ruraux de France. Dites-moi, vous êtes beaucoup de femmes dans cette association ? Écoutez, j'ai été, quand je suis arrivée pour la première fois dans l'association des maires ruraux, j'ai été étonnée du nombre de femmes qu'il y avait par rapport... Ah, il y a des femmes maires, il y en a quand même quelques-unes. Oui, il y en a. Il y en a dans nos petites communes, peut-être parce qu'elles ont été élues, parce que le père avant elle avait été maire. C'est souvent ce qui se passe dans nos communes rurales. C'est un peu la succession de père en fille dans ces cas-là. Et puis peut-être aussi parce qu'on laisse... Les hommes laissent peut-être un peu plus de place aux femmes dans les communes rurales parce qu'elles ne sont pas un tremplin pour un électorat plus important ou national. Quand il n'y a pas d'ambition politique, il y a plus de femmes, c'est ce que vous voulez dire. Malheureusement, c'est ce que j'ose dire. Et puis peut-être aussi que dans nos communes, peut-être plus de femmes ne travaillaient pas à l'époque et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ont la possibilité d'être élues. Et puis, il faut dire ce qu'il y a quand il faut aller emmener les enfants au sport. Donc elles ont des contacts avec des associations sportives, culturelles, le sous des écoles qui existe pratiquement dans toutes les communes. Eh bien, elles se font leur électorat. Et pour un peu qu'elles soient sympathiques, qu'elles soient agréables et qu'elles soient disponibles, eh bien, la tête de liste viendra les chercher. Et puis, gentiment, eh bien, elles deviendront maires à leur tour après avoir fait leurs preuves, parce que c'est vrai qu'il faut que les femmes fassent davantage leurs preuves que les hommes, il faut le reconnaître. Alors, on va parler d'intercommunalité. Voilà un mot qui fait peur, Daniel Navreau. C'est assez nouveau. Maintenant, toutes les communes doivent être dans une intercommunalité. Ça va des très grandes agglomérations qu'on appelle des métropoles, dont fait partie Lyon, par exemple, ou Saint-Étienne, à les plus petites, qu'on appelle les communautés de communes, que vous connaissez bien l'un l'autre. Alors vous êtes dans ce qu'on appelle une communauté d'agglomération et vous une communauté de communes. Alors il y a une grande nouveauté cette année, c'est-à-dire que ça devient des collectivités territoriales à part entière. Pour la métropole de Lyon seulement. Les autres restent des établissements publics. Alors d'accord, mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'on va élire directement les conseillers donc, de communes, d'agglomération communautaire. Alors, directement, le mot est n'est peut-être pas tout à fait fondé, techniquement en tout cas. Pour les communes de plus de 1000 habitants, il y aura un bulletin avec en fait 2 listes. La liste des candidats pour le conseil municipal et une deuxième liste subordonnée à la première, qui sera la liste des candidats pour le conseil communautaire, ce qu'on appelle le fléchage. Jusqu'ici, les élus étaient désignés par les conseils municipaux. Par le conseil municipal. Donc là, c'est un changement. Les électeurs connaîtront à l'avance les noms de ceux qui sont susceptibles de siéger au sein du conseil communautaire en fonction du résultat des élections. Alors, quand vous me dites ça, j'ai l'impression que finalement, ça ne change pas grand-chose. Fondamentalement, que le conseil municipal désigne ou qu'il soit désigné sur des bulletins, ça change quoi ? Ça change 2 choses. C'est un peu plus compliqué pour les politiques à gérer, très souvent, parce qu'il faut composer maintenant non seulement les listes municipales, mais dans le même temps les listes communautaires. Oui. Avec la parité en plus. Croyez-moi, c'est complexe. Et imaginez la complexité sur Lyon, conseil municipal, conseil d'arrondissement, conseil communautaire, futur conseil métropolitain. Ça fait des gesticulations, des calculs politiques particulièrement complexes. Donc ça, c'est le problème des politiques. Du côté des électeurs, l'électeur sera informé, il aura une information qu'il n'avait pas auparavant. Il saura dans sa commune qui est appelé éventuellement à siéger au conseil communautaire. Cela étant dit, il n'a pas la main, il ne peut absolument rien modifier. Donc c'est une donnée, c'est une information supplémentaire. Encore une fois, c'est quelque chose qui concerne plus le fonctionnement du personnel politique que l'électeur. Mais c'est une avancée. L'électeur va quand même voter 2 fois en une, le 23 mars. Oui, et on voit bien qu'il y a effectivement une montée de l'intercommunalité. À défaut de ne pas être encore des collectivités territoriales de plein exercice, les intercommunalités, incontestablement, s'imposent de plus en plus. C'en est un signe. C'est votre sentiment, Madame Rabillou, que l'intercommunalité pèse de plus en plus et que finalement, c'est là que se prennent
les grandes décisions. Simplement, s'il y a plus de budget, ou qu'on peut faire plus de choses en étant ensemble que tout seul. Alors, l'intercommunalité, c'est faire ensemble ce que l'on peut faire tout seul, hein, et notamment dans nos communes rurales, où justement l'Association des maires ruraux de France est d'accord pour les intercommunalités, à condition qu'elles soient voulues. Et plus on met de compétences Maintenant, c'est obligatoire, hein, l'intercommunalité. Voilà, mais les compétences que l'on met dans l'intercommunalité, hein, vous avez des compétences volontaires et puis des obligatoires, et d'autres qui ne sont qu'optionnelles. Donc, les obligatoires, d'accord, les optionnels, il faut faire attention. Parce que plus vous donnez de compétences optionnelles à une communauté de communes, plus vous videz votre commune de ses propres compétences. Donc c'est là où il faut avoir un juste milieu. On ne cesse de parler de proximité, Roland Devy. Est-ce que l'intercommunalité enlève de la proximité de fait ? Alors justement, c'est là-dessus, je crois qu'il faut veiller à cela. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intercommunalité très forte, et c'est ce que l'on a cherché au niveau de Rouennais Agglomération, c'est d'avoir pesé par rapport à l'extérieur aussi, et il faut veiller justement dans les transferts de compétences, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Aujourd'hui, les transferts de compétences ont permis d'avancer quand même pas mal de choses. Alors les grandes difficultés au niveau du Rouennais, puisque là ça a été très difficile au moment justement de la mise en place, puisqu'il y a des maires qui ont démissionné. Je respecte moi le choix de chacun par rapport à cela, mais aujourd'hui on ne peut plus être en dehors de l'intercommunalité. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cela ? Déjà, par rapport à cette intercommunalité, avec le Rouennais Agglomération, c'est les 40 communes qui sont au niveau des transports urbains, qui sont reliés à la ville-centre, soit par des lignes régulières, soit par du transport à la demande. C'est tous les enfants des écoles des 40 communes qui se retrouvent d'aller dans les centres nautiques et qui apprennent à nager. Ça, c'était pas, même si c'était une obligation au niveau de l'éducation nationale, c'était loin d'être le cas. C'est gratuit et le transport est gratuit aussi. C'est une petite commune de la côte rouennaise qui va avoir 850 000 euros pour faire son assainissement. Ça fait 15 ans qu'elle attendait. Donc il y a des moyens que l'on a avec une agglomération qui permettent de servir les petites communes aussi. Alors après, c'est une histoire de gouvernance. C'est savoir comment on gère cela. Et je comprends, moi, la difficulté de certains maires, mais... Oui, excusez. Oui, non, juste, c'est la question que vous posez, c'est qui a le vrai pouvoir, finalement ? C'est les présidents d'intercommunalité, en 2 mots, Daniel, ou alors on va pas... sans même parler de la métropole lyonnaise. Sur les grands dossiers, forcément, ce sont les dossiers qui nécessitent une mutualisation des moyens. Et effectivement, les maires, mais je pense que le rôle des maires est appelé à évoluer à l'horizon des élections, non pas de cette année, mais de 2020. Mais il faudra justement faire en sorte que les maires puissent être de vrais médiateurs locaux et qu'ils le restent et qu'ils aient moyen de le faire, à défaut d'avoir des compétences très concrètes. Madame Rabillot, Monsieur Devy, merci beaucoup vraiment d'être venu sur ce plateau, d'avoir fait la route. Merci à vous. Merci Daniel, on commence à y voir un petit peu plus clair. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de La Voix est libre, avec les journalistes des bureaux de France 3 Rhône-Alpes dans les départements. On fera un tour complet des grands enjeux politiques de l'élection. Mais d'abord, un point sur l'actualité. En ce samedi midi, le Flash est présenté par Fabrice Cagnin. Bonjour Fabrice. Merci Fabrice, on vous retrouve ce soir bien sûr aux alentours de 19h pour le journal de la rédaction. La Voix est libre, deuxième partie avec nous. Daniel Navreau, directeur de la lettre politique prospective Rhône-Alpes Méditerranée, pour qu'on comprenne les enjeux politiques de cette élection municipale des 23 et 30 mars prochains. Première étape, le département de l'Ardèche. On va y retrouver dans le beau décor de Vallon-Pont d'Arc Bérangère Bourgeot du bureau de France 3 Aubenas. On ne s'attend pas à de grands bouleversements en Ardèche, ce sera sans doute la prime au sortant, qu'il soit de gauche ou de droite. À gauche, tout d'abord, Olivier Dussopt, le député maire de la ville d'Annonay, aura face à lui le Front National et Claude Faure, un ancien maire RPR de la ville de 86 à 97. À gauche toujours, à Privas, 4 candidats pour un fauteuil, le socialiste sortant Yves Chastan, le Front National et le Front de gauche, et là aussi un ancien maire de la ville retiré de la vie politique depuis, Michel Vallat. À droite justement, le très consensuel Jean-Pierre Constant part favori à Aubenas. Il a même réussi à débaucher sur sa liste un élu de l'opposition. Face à lui, 3 listes annoncées. Et enfin, en Ardèche du Sud, il faudra suivre la vallée du Rhône. Près de 40% pour les législatives à Bourg-Saint-Andéol et Marine Le Pen arrivée en tête à Viviers. Si le FN arrive à monter ses listes, ces municipales pourraient être la confirmation de son implantation sur le territoire.
Relatif statu quo à attendre en Ardèche, vous êtes d'accord Daniel Navro? Je suis d'accord, stabilité électorale, mais surveillance des petites communes pour le vote frontiste, mais également peut-être frontiste de gauche. Deuxième étape de notre périple régional, le Rhône, Lyon et l'agglomération lyonnaise. Est-ce que dans la capitale régionale, les jeux sont faits? Gérard Collomb peut-il être bouté hors de l'hôtel de ville? On va poser la question à Julien Sauvadon de la rédaction du Grand Lyon. Ah, c'est sûr qu'il l'aime bien, Gérard Collomb, son grand bureau au premier étage de l'hôtel de ville, à tel point qu'il annoncera mardi qu'il est candidat à un 3e mandat à la tête de la ville de Lyon. Alors on peut juger cette entrée en campagne un petit peu tardive, à seulement 2 mois du scrutin. Les mauvaises langues vous diront, elles, que cela fait maintenant plusieurs mois qu'il multiplie les inaugurations, fier de son bilan. Si tous les observateurs le donnent gagnant, il part quand même avec quelques handicaps. D'abord, la gauche est divisée. À Lyon, il aura contre lui 2 listes, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Ensuite, le contexte national est peu favorable au Parti Socialiste. Et puis, on peut aussi parler d'une certaine usure du pouvoir après 2 mandats. Face à Gérard Collomb, à droite, Michel Avare, 20 ans de moins que lui. L'ancien député a réussi à remporter contre toute attente la primaire UMP. Il a même réussi à fédérer la droite lyonnaise qui se déchirait depuis 15 ans. Il devrait présenter son programme, comme Gérard Collomb, la semaine prochaine. Concernant le Grand Lyon, le paysage politique pourrait radicalement changer en mars prochain, notamment dans l'Est lyonnais, traditionnellement à gauche. De grandes villes comme Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin, Bron ou Rieux-la-Pape sont très divisées, surtout à gauche. Quant au Front National, il y a des velléités de victoire à Saint-Priest et à Corba. Bref, la lutte s'annonce serrée dans toutes ces communes de l'Est lyonnais. Bien malin, celui qui pourra prédire l'avenir. Daniel Navro, grand enjeu que celui de la métropole, première en France à être détachée de son département. D'abord un mot d'une échéance importante qui va tomber la semaine prochaine, qui est une décision du Conseil constitutionnel qui fait que peut-être le président du Grand Lyon ne pourrait pas être le maire de Lyon. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que ce serait cumulé 2 exécutifs locaux. Et donc, c'est vrai qu'en principe, la loi l'interdit désormais. Mais dans la mesure où la métropole était une collectivité territoriale à statut spécial, certains juristes pensaient qu'effectivement, le cumul serait possible. Le Conseil constitutionnel tranchera la semaine prochaine. Ça changerait toute la donne, quand même. Ça changerait toute la donne, à gauche comme à droite d'ailleurs. Cela obligerait effectivement... le futur président de la métropole à se démettre éventuellement de son mandat de maire de Lyon pour pouvoir exercer cette seconde fonction. Donc on a là quelque chose de fondamental, mais encore une fois qui va impacter autant la gauche que la droite dès la semaine prochaine. Passage à droite de la métropole, ça vous semble possible, probable ? C'est possible, ça n'est pas probable. On pourrait surtout imaginer un futur exécutif communautaire ouvert, comme l'a d'ailleurs été le premier exécutif communautaire de Gérard Collomb de 2001 à 2008. N'oublions pas que l'UMP participait à l'exécutif communautaire dans ce premier mandat. Et on peut penser au minimum que l'UMP participera à l'exécutif du futur exécutif communautaire et métropolitain. On continue notre tour de la région. Pas de charge avec la Drôme maintenant. Valence est incontestablement un des gros points chauds de la région et un des plus incertains. Pour y voir plus clair, Hugo Chaplon du bureau de France 3 Drôme a pris de la hauteur. C'est à Valence, plus grande ville du département de la Drôme, que la bataille pour les municipales s'annonce la plus indécise. Le maire actuel, PS, Alain Maurice, brigue un second mandat, son principal opposant Nicolas Daragon, pour une liste UMP UDI. Alors pourquoi la droite a des raisons d'y croire ici même ? Bien tout simplement car aux législatives, Alain Maurice a été battu par le candidat de droite de l'époque. Un outsider cependant, Richard Fritz pour le Front National. Aux dernières législatives, il avait effectué un score de plus de 11%. Au pied du Vercors, roman dans cette ville, Philippe Drézin, maire sortant PS, brigue un second mandat. Face à lui à droite, pas une, mais 2 listes. Une menée par Gisèle Tellemont pour l'UMP et l'UDI, et une autre dissidente menée par l'ex-députée Marie-Hélène Toraval. 4e candidat dans cette ville, Bernard Pinet pour le Front National. En 2012, aux législatives, ce dernier candidat avait réalisé un score de 17,5%. Et si la droite se divise à Romans, la gauche se rassemble à Montélimar. Une grande liste d'union de gauche, PS, MRC, Les Verts et le Parti communiste, mené par Johan Maty. Il affrontera à 38 ans Franck Régnier, l'actuel maire qui brigue un 3e mandat. L'outsider dans cette élection à Montélimar, c'est Julien Rochdy, 26 ans, un des cadres dirigeants du parti de Marine Le Pen. Et plus l'on descend la vallée du Rhône, plus le bleu se fait marine. Exemple, en 2012, aux législatives, l'Oriol a voté à 25% pour le Front National et près de 30% pour la commune de Pierrelatte. Dans ces communes du sud de la région, le FN pourrait jouer les troubles-fêtes.
Hugo n'a pas parlé d'un cas particulier dans la Drôme, celui de Donzère, avec le retour d'Éric Besson, qui n'était pas vraiment parti en fait, mais qui revient quand même. Qui revient, voilà, donc à voir si ce n'est qu'une étape pour un retour plus général. Pour le vote Front National dans la Drôme, à noter quand même Romans, à surveiller Romans et Pierre-Latte effectivement plus au sud, et puis effectivement ce secteur qui est aux confins du Gard et du Vaucluse, avec cette espèce de zone effectivement très bleu marine. C'est là qu'on risque d'avoir des mairies clairement qui peuvent passer Front National. C'est plutôt dans le Vaucluse, mais encore une fois, surveillons quand même peut-être plus Romans que Pierre-Latte. La Loire maintenant, on va aller retrouver Claire Exbraya dans les locaux de France 3 Loire à Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, Claire justement, basculement à gauche il y a 6 ans à la faveur d'une triangulaire et la droite est en reconquête dans la ville. Oui Paul, mais cette fois-ci pas de triangulaire possible à cause de la droite. Face à Maurice Vincent, l'UMP et l'UDI ont réussi non sans mal à faire l'union. C'est finalement Gaël Perdriau, un jeune chef d'entreprise, qui mènera cette liste d'union. Autre obstacle pour Maurice Vincent, les écologistes qui ont finalement décidé de partir seuls dans l'aventure, comme en 2008. Mais c'est un dernier candidat qui pourrait bien tout faire basculer, celui du FN, Gabriel Depercave. Il espère bien dépasser la barre des 10%, ainsi se qualifier au second tour et jouer les troubles fêtes. Aux enjeux également dans la Loire, en particulier le nord du département, avec Roanne qui est aussi une commune particulièrement incertaine. Oui, comme à Saint-Étienne, la maire socialiste sortante, Laure Desroches, serait en difficulté. Elle ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. Le Front de gauche et les Verts, qui étaient dans sa majorité, ont décidé de s'unir pour proposer leur propre liste. Mais c'est surtout face au député UMP Yves Nicolin que Laure Desroches devra faire face, car l'ancien maire espère bien récupérer son siège. Ce qui pourrait la sauver, une triangulaire au second tour avec le Front National. Et c'est finalement une jeune commerçante de la ville, Sarah Brosset, qui mènera cette liste frontiste. On parle quand même beaucoup, vous venez de le dire, à Roanne comme à Saint-Étienne, du Front National dans ce département de la Loire, où traditionnellement le FN fait ses meilleurs scores, Claire. Oui, et en particulier dans la vallée du Gier, notamment à Saint-Chamond. En 2012, Marine Le Pen avait recueilli 25% des voix. Le jeune candidat frontiste Franck Descours espère lui bien surfer sur cette vague bleu marine, à tel point que le maire sortant socialiste est inquiet. Philippe Kizirian brigue un second mandat. Mais également inquiets, ce sont la pléthore de jeunes et de candidats de droite qui se sont déclarés. Mais attention, il faudra que le FN arrive à remplir ces listes, car le parti a en fait promis une trentaine de listes sur tout le département. En fait, pour l'instant, il n'en aurait que 10 de complètes. Merci beaucoup Claire Exbraya depuis les locaux de France 3 Loire à Saint-Étienne. C'est intéressant ce que dit Claire, cette difficulté qu'a le Front National à avoir des troupes finalement. Parce que des scores, au vu des dernières élections, ils peuvent en faire, mais avoir les candidats, c'est moins évident. C'est moins évident, en tout cas des candidats présentables. Il se dit beaucoup chez les analystes que le Front National freine volontairement, pourrait mettre des militants sur les listes, mais avec un risque de ne pas pouvoir contrôler leurs propos. Donc le FN veut absolument avoir une offre présentable dans tous les sens du terme. Et il y a un FN qui met le frein lui-même par rapport à ces municipales, donc c'est un peu plus compliqué. On va terminer ce tour d'horizon régional par le département de l'Ain, où on va retrouver Béatrice Tardy dans le très beau cadre du monastère de Brou à Bourg-en-Bresse. Bourg, gros enjeu de ce scrutin. À Bourg-en-Bresse, tous les 6 ans, depuis 30 ans, on change d'équipe municipale. Va-t-il y avoir cette fois-ci une exception à la règle? Jean-François Debat, le maire PS sortant, va affronter son rival de toujours, Xavier Breton, député UMP qui a gagné aux élections législatives de 2007 et 2012. Mais cette fois-ci, le Front National pourrait bien être présent au deuxième tour et jouer donc son rôle d'arbitre dans ce duel très attendu. À Ambérieux, 2 listes à droite, 2 listes à gauche, plus le Front National. Ça va être sport, et d'autant plus que le conseil municipal a volé en éclats dernièrement. Catherine Pidou, l'adjointe au sport, a démissionné et se présente face à la maire PS sortante, Josiane Esposito, qui va donc devoir reconstruire sa majorité. Dans le pays de Gex, rien de nouveau. Le député maire Étienne Blanc se représente à Divonne-les-Bains. Restons à l'est, parlons de Belay. Jean-Marc Fonini, le maire PS, a derrière lui toute la gauche. Quant à droite, 2 listes s'opposent. L'une est soutenue par l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon lui-même.
Petit focus pour terminer sur la commune de Replonge où l'emblématique député-maire Michel Voisin ne brigue pas de nouveau mandat après 31 ans passés à la tête de sa commune. L'ex-président de la fédération UMP de l'Ain, qui est toujours le président des maires de l'Ain, quitterait-il la vie politique? Pas si sûr, en septembre, il y a les sénatoriales. Les sénatoriales, mais oui, ce serait l'élection cachée. Alors, pour qu'on comprenne, ce sont des grands électeurs qui votent pour les sénatoriales. On renouvelle le Sénat par moitié, mais là, quand même, 4 de nos 5 départements sont concernés, en fait, tous sauf la Loire. Et en fait, ce que les citoyens savent peu, c'est qu'ils désignent aussi des grands électeurs à cette élection municipale. Voilà, et effectivement, les grands électeurs sont issus mécaniquement des municipales et donc on aura une incidence lourde dans la Drôme, dans l'Ain. Vous avez cité Michel Voisin tout à l'heure, donc où effectivement on devrait avoir quelques évolutions politiques au niveau de la composition des sénateurs. D'autant que évidemment la majorité de gauche au Sénat est extrêmement fragile. Il y a de fortes chances que le Sénat repasse à droite. Ou à la droite ou au centre. Dans les 10 plus grandes villes de nos 5 départements, une seule est à droite, c'est Caluire. Est-ce que ça vous semble impossible pour la gauche de tout conserver ? La gauche ne conservera pas tout. Il y a de très grands enjeux, par contre. Des villes comme Valence, comme Saint-Étienne sont vraiment de très très grands enjeux à surveiller de très près. À Valence, il faut surveiller le vote écologiste avec la liste Royanaise-Rivasi de très près. À Saint-Étienne, il y a une très très grande inconnue avec un taux d'abstention qui sera très important pour le résultat, un vote FN qui peut monter très fort et perturber énormément le scrutin. Merci beaucoup Daniel Navreau d'être venu dans cette voie libre. On va évidemment se revoir d'ici le mois de mars. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. En premier lieu, l'imperturbable, impeccable et indispensable Adrien Gros-Ardenez. Merci à Olivier Michel, pour une fois absent du plateau, mais pas du tout de la préparation de cette émission. Grand merci aussi à Stéphane Yvon, Nicolas Ferraud, Jean-Christophe Had et Benjamin Métral. Denis Milan était derrière les manettes aujourd'hui. Avant de prendre congé, un petit coup d'œil sur les programmes régionaux de cet après-midi. À 15h20, comme chaque semaine, un documentaire. Aujourd'hui, un sujet tabou, qu'on voit peu souvent en tout cas à la télévision, c'est le veuvage au travers de 4 témoignages. Ça s'appelle « Seul du jour au lendemain ». Et puis à 16h20, donc Chronique d'en haut, Laurent Guillaume vous emmène faire une tournée dans le camion de Gérald. Gérald, c'est l'épicier de la vallée de Réalon, une des plus enclavées du département des Hautes-Alpes. Prochaine Voix libre, ce sera dans une semaine. Le premier débat de ces élections municipales. Nous irons à Vénissieux, dernier grand bastion communiste de la région. Il s'agit bien sûr de cette ville qui est à côté de Lyon. À suivre l'actualité nationale en compagnie de Catherine Matoche. Passez un très bon week-end, à samedi prochain.